Bon début d'après-midi à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler instrumentaliser la recherche pour avancer les politiques publiques. J'ai été surprise, je disais le titre à la blague, mais ils l'ont conservé sur l'agenda. Alors, comment on peut influencer les politiques publiques en recherche? Alors aujourd'hui, on a un panel que je vais accueillir de 4 personnes. Je vais d'abord me présenter. Mylène Breton, je suis professeure à l'Université Sherbrooke à Longueuil, alors j'habite pas loin, et j'ai une chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique des services de première ligne. Alors, sans plus attendre, on va. Là, je ne vois pas où qu'elle est. Suzy Talbot, tu serais demandé numéro 1, on se rappelle sur le premier siège. Suzy est présidente d'IEP Recherche. Alors, ça va être très intéressant d'avoir la perspective du privé dans la recherche. J'inviterai ensuite Philippe Lachance, qui est directeur des services de première ligne et d'organisation au ministère. Je suis désolée si je ne l'ai pas dit dans le bon ordre. Ensuite, j'inviterai Jean-Yves. Boutet, excusez pour le nom de famille. Il est chef du DRMI de l'Abitibi-Témiscamingue et aussi directeur, coordonnateur du GMF Amos Esquerre. Et finalement, j'ai invité Marie-Ève Poitras, qui est professeure à l'Université de Sherbrooke, mais au campus Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et surtout, je vous inviterai à l'applaudir chaleureusement. Elle vient d'obtenir son J2 ce matin du FRSQ. Alors, pour les chercheurs dans la salle, ils comprennent toute l'émotion autour de cette annonce. Alors, bravo Marie-Ève. Alors, on va commencer. On va parler de 3 sujets, puis je vais poser des questions au départ, puis ça se veut ensuite vraiment un dialogue avec la salle. Alors, il y a des micros, puis vous serez invités à présenter vos questions. Je vais commencer par parler de l'utilisation de la recherche. Après tout, on s'intéresse à comment on peut influencer la recherche dans les politiques publiques. Rien de mieux qu'un clinicien qui peut nous partager ses expériences. Alors, Jean-Yves, comment tu utilises les résultats de recherche, toi, dans l'organisation des services? Ou est-ce que tu as des exemples positifs que tu as utilisé la recherche pour améliorer l'organisation? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'être panéliste. C'est qu'on finit un projet de recherche avec l'Institut de recherche clinique. C'est le projet SOGER. Donc, c'était une grille d'évaluation que nos techniciennes, le travailleur social ou les infirmières faisaient avant la visite d'une personne de 65 ans pour évaluer les indices de vulnérabilité. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, quand ça s'est fait, il y avait des patients témoins, des patients qu'on voyait, et on avait des fois la chance d'avoir le patient on recevait le questionnaire. Et dans le fond, c'était un indice facile des indices de vulnérabilité chez la personne âgée, que ce soit l'insécurité financière, la violence, l'isolement social. Et c'était des codes de couleur. Fait que rapidement, on voyait le patient, puis on savait que l'isolement social, c'est revenu plusieurs fois, on posait des questions, puis d'emblée, on était capable d'interagir avec le patient, sachant qu'il nous en aurait peut-être pas parlé d'un coup sec. Donc, la recherche clinique nous a fait s'éveiller avec un outil simple à utiliser, puis qui est en pré-conçu quand c'est fait, surtout avec les patients âgés, c'est très, très intéressant. Fait que c'est pas de la recherche clinique standard, mais c'est vraiment plus ce que j'appelle, moi, la recherche en milieu clinique, dans l'organisation, les outils qu'on se donne. Fait que c'est un bel exemple. Puis je pense qu'au Québec, en première ligne, on va se devoir de se donner de plus en plus d'outils d'évaluation de notre travail en milieu clinique, en organisation, puis aussi dans le suivi des patients là, avec des maladies chroniques. Fait que c'est l'exemple là, classique de la recherche là, adaptée à nos besoins comme cliniciens en GMF. On est vraiment, vraiment content d'avoir le ministère sur le panel parce qu'on s'intéresse tout le temps à savoir comment le ministère utilise la recherche pour influencer les politiques publiques. Puis concrètement, moi, comment je peux faire pour vous aider comme chercheur en soins primaires? D'abord, il faut apprendre à se connaître, je pense, parce que je suis quand même nouvellement directeur. J'ai juste 5 ans dans le poste dans lequel je suis, puis ça serait faux de dire que c'était un milieu que je connaissais énormément, et ce serait faux aussi de dire que c'est vers là que mes patrons ou l'organisation me dirigeaient pour alimenter mes processus, mes décisions, mes orientations, mes travaux. Fait que moi, je me suis donné le devoir d'aller à la rencontre des chercheurs, Mylène notamment, mais plein d'autres. Et ça a été assez intéressant comme rencontre. On a trouvé des zones d'intérêt commun, je dirais, d'autres moins, des thématiques aussi d'intérêt commun. Donc, je vous dirais, comment faire? Mais il faut se connaître. Il faut connaître nos priorités de part et d'autre également, nos intérêts, nos capacités de part et d'autre. Puis il faut dialoguer, je pense, surtout, pour voir comment, justement, les deux, on peut travailler ensemble pour développer des stratégies qui vont porter fruit. Puis, avez-vous des exemples, un exemple concret, une fois que vous avez eu un dialogue positif avec un chercheur, comment vous avez pu
développer un projet collaboratif qui réponde à vos priorités pour vous aider dans la prise de décision? Bien, un récent, en fait, c'est toute l'approche visage, en fait, développée par Dr. Catherine Houdon, qui est un projet qui a émergé il y a quand même quelques temps déjà, mais qui, à l'époque, avait peut-être pas autant de résonance que maintenant au ministère. Et il y a eu une belle fenêtre d'opportunité pour faire atterrir ce projet-là chez nous. Il y avait une volonté de revoir le cadre de référence de maladies chroniques et on a intégré l'approche visage dans notre plan de match. Il y a une sensibilité politique aussi également à certains moments dans la présentation de cette approche-là, désengorger les urgences, les grands utilisateurs. Donc, je vous dirais que puis on l'avait identifié également dans des stratégies où notamment le Collège québécois des médecins de famille. Je regarde Maxime qui est en avant de la salle, mais c'est une innovation qui avait été présentée au ministère dans le cadre des symposiums aussi, puis pour lequel on avait beaucoup d'intérêt. Fait que, on l'a vu dès le début, on l'a regardé grandir, puis finalement, il y a eu un momentum qui a fait qu'on a appuyé l'approche, puis aujourd'hui, ben, on est près d'une mise à l'échelle dans l'intégration d'un programme structuré, avec un montage financier, avec un plan de déploiement. Fait que oui, voilà. C'est définitivement un bel exemple de succès. Comme chercheur, on souhaite avancer la science, c'est très louable, puis en même temps les publications, mais ultimement, on espère pouvoir influencer l'expérience des patients, l'amélioration de l'organisation des services, puis ça ne se fait pas nécessairement toujours au système au début, mais une clinique à la fois, un service à la fois. Suzy et Marie-Ève, vous avez deux chapeaux différents, un peu plus dans l'organisation privée de la recherche, mais qui est aussi important dans la contribution. Et Marie-Ève, est-ce que vous avez des exemples concrets que vous savez que dans les résultats de vos recherches, vous avez réussi à influencer un petit pas dans la manière d'offrir les services ou les résultats de soins? Parlez d'un exemple à succès. Alors peut-être Suzy pour commencer. Oui, alors chez DIEX Recherche, en fait, comme tu viens de dire, on est dans le privé, mais on travaille avec des chercheurs, des cliniciens qui sont dans les milieux hospitaliers, qui sont dans les cliniques médicales. Et ce qu'on vient offrir, en fait, c'est une plateforme clé en main pour que le chercheur clinicien puisse conduire ces projets de recherche clinique qui viennent de l'industrie pharmaceutique et des biotech. Alors, il y a des excellents projets. Notre objectif, c'est d'amener les meilleurs traitements pour les patients ici. Et ce que ça permet de faire, c'est d'offrir des thérapies potentielles, des options thérapeutiques à certains types de patients. On pense notamment à la maladie d'Alzheimer, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de traitement, à certaines formes de médication aussi qui sont très intéressantes au niveau du diabète. Donc, ça permet aux patients qui se retrouveraient dans un corridor de soins public très engorgé, d'aller dans un corridor de soins de recherche pour sa pathologie. Alors, puis d'avoir des options thérapeutiques. Alors, on n'est pas dans le système, mais clairement, on contribue à venir supporter ces patients-là et c'est des milliers de patients qui passent en recherche clinique chez DIEX, mais il y en a beaucoup d'autres centres aussi comme le nôtre. Excellent. Puis Marie-Ève, tu travailles avec différents projets de recherche. Peut-être un exemple concret d'un projet que tu es fière d'avoir laissé ta signature. Oui, bien en fait, c'est un des premiers projets auxquels on s'est consacré là, au début de la carrière académique, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé, nous, au rôle de l'infirmière de GMF dans les groupes de médecine de famille québécois, mais on s'est intéressé également à l'intégration de la vision de l'infirmière de GMF pour aider les infirmières à occuper leur champ de pratique puis travailler davantage en collaboration avec les médecins de famille et, depuis 2015, les autres professionnels qui émergent dans les cliniques. On a appris beaucoup de ce projet-là sur les éléments qui influencent la collaboration interprofessionnelle, mais également le rôle des professionnels à l'intérieur des cliniques. Et on a utilisé, entre autres, le patient coach pour former les infirmières de GMF et les travailleurs sociaux à l'approche centrée sur le patient et à la collaboration interprofessionnelle. On a appris de ce modèle-là et fiers des impacts et de la connaissance des éléments contextuels des soins primaires qui influençaient le développement des rôles professionnels. Maintenant, on travaille avec le Collège de médecine de famille dans le déploiement d'une formation canadienne auprès des infirmières qui travaillent dans les cliniques médicales canadiennes pour former à la vision du Patient Medical Home. Et ça, à la base, c'est basé sur des résultats québécois d'une programmation de recherche qui était au niveau de la population québécoise, mais en fait, maintenant qu'on déploie à l'ensemble de la population canadienne, des infirmières. Et l'objectif de ça, c'est d'améliorer les soins aux patients pour que tous les professionnels occupent leur rôle. Ici, on parle du professionnel infirmier, pour qu'ils occupent leur rôle selon leur champ de pratique pour donner des meilleurs soins collaboratifs. Alors, on vient de parler de la première partie, c'est vraiment des exemples avec des chapeaux différents d'utilisation de la recherche pour influencer les politiques.
Mais un élément que moi, j'appelle souvent la job de bras, puis je ne sais pas comment le traduire en anglais, mais tu sais, comment convaincre les organisations ou les professionnels de participer à ces activités de recherche? Parce que souvent, ils disent, oui, la science avec votre publication dans quelques années, mais concrètement, qu'est-ce que ça va me donner de participer? C'est même dans beaucoup de projets de recherche. Alors, c'est quoi les stratégies gagnantes, selon vous? Je vais commencer par Marie-Ève. Les stratégies gagnantes que tu as déjà utilisées pour convaincre les professionnels ou les organisations de participer à ces activités de recherche? Bien, en fait, je pense que il faut faut avoir des approches individualisées puis contextualisées à chaque milieu. Chaque GMF ou chaque clinique de soins primaires a ses spécificités, ses enjeux, les caractéristiques de la clientèle. Puis je crois qu'un des succès de notre équipe, c'est vraiment qu'on fait des approches personnalisées. On rencontre les cliniques une à une, on se présente, on apprend à se connaître. Il y a une relation de confiance tout ça. Puis en fait aussi, je crois qu'il faut, les équipes de recherche, nous, on est des vecteurs de changement. On peut apporter la science pour implanter des innovations, mais il ne faut pas que ça soit un fardeau pour les équipes cliniques. Donc, lorsqu'on conçoit les projets, bien, dès qu'on a une idée, on contacte les équipes cliniques pour voir est-ce que c'est une bonne idée, puis comment on peut construire ce projet-là pour qu'il soit à fardeau minimal pour l'équipe clinique. Donc, on essaie de proposer des projets qui sont clés en main pour les cliniciens et que l'implication est minime. C'est sûr qu'on essaie de compenser en temps le plus possible également les équipes. Et pour notre part, on fait beaucoup de rencontres aussi quand c'est des projets pour les cliniciens et par les cliniciens et avec les patients également. Donc, on rencontre les équipes cliniques avec des patients partenaires, entre autres, ou avec des cliniciens partenaires pour vraiment trouver les points gagnants qui vont venir aider la clinique. Donc, on veut être un vecteur de changement. Puis, il faut qu'on trouve une balance entre l'objectif de l'équipe de recherche d'atteindre des résultats puis de créer de la science, mais aussi les équipes cliniques, il faut qu'il y ait un gain clinique, des livrables qu'ils sont capables d'atteindre, d'objectiver pour qu'eux, après ça, puissent avoir des leviers pour moduler les offres de services, par exemple. Fait que beaucoup de conseils clés. On revient avec le côté relationnel, personnalisé, puis les livrables. Je pense qu'il ne faut pas brûler sa carte, justement, comme chercheur. Si on fait un projet de recherche, puis on ne livre pas, puis on ne va pas les attendre, la deuxième fois, ça va être plus difficile de ressolliciter le même milieu, puis on pourrait être brûlé pour nos autres collègues aussi, parce qu'ils disent, ben là, j'ai pas eu une expérience positive. Fait que je pense de respecter aussi les engagements qu'on a pris et des informer au processus. Moi, un exemple, là, souvent, le taux de rejet est très élevé chez les chercheurs. Fait qu'on demande des lettres d'appui, on soumet, on n'a pas la subvention, puis on les informe même pas que ça n'a pas marché tout le temps qu'il nous a donné. Fait que je pense que c'est aussi de ce partage, de ce dialogue-là, puis pas juste des lettres de solliciter, mais à toutes les étapes du processus. Suzy, au niveau de la recherche privée, comment vous essayez de convaincre les milieux, même des organisations publiques, à participer à vos activités de recherche? C'est quoi vos stratégies? Oui, on est un peu comme on vient de mentionner par Marie-Ève, il faut s'adapter au milieu. Par exemple, on est toujours à côté d'une clinique médicale. Donc, il y a 5 DIEX, il y a 5 plateformes en ce moment au Québec. Toujours à côté des patients, justement. Et puis, les médecins, on les consulte, les milieux, les pharmaciens, les infirmières dans les cliniques, on les consulte puis on demande qu'est-ce qui vous serait aidant? Quel genre de projet vous aimeriez avoir accès? Si je prends l'exemple de la Ville de Québec qui a connu une augmentation des ITSS la plus élevée au Québec, il y a de moins en moins d'accès à Québec. Alors, il n'y a presque plus de place où les patients ont accès à un diagnostic, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que les médecins, les équipes là-bas nous ont dit au GMF? Avez-vous un projet de recherche qui pourrait venir combler ce manque-là? Donc, que je puisse envoyer mon patient en recherche clinique qui pourrait peut-être être diagnostiqué, suivi, traité pour ça, parce que l'accès aux soins est difficile en ce moment. Donc, en attendant de trouver une solution, c'est quelque chose que nous, on travaille pour développer. Donc, c'est sûr que quand on va dans un intérêt concret qui amène quelque chose de vraiment tout de suite à un patient, potentiel, on s'entend, ça amène un intérêt. Les médecins, quand on amène des projets, on travaille en ce moment avec une médication pour l'hypertension qui est en SCUT, qu'on donne aux 3 ou aux 6 mois. Alors, quand on regarde la population, avec le taux de démence qui augmente, M. Tremblay n'a toujours pas pris sa pilule, il est rendu avec un risque cardiovasculaire super élevé, il est à 200 de pression, bon, vous connaissez le pattern. Alors, quand on arrive avec des molécules comme celle-là, puis on se dit, écoute, ça, si c'est quelque chose qu'on peut prescrire bientôt, en tout cas dans quelques années, ça va être super intéressant. Des molécules dans le NASH, où en ce moment, on n'a rien à offrir à nos patients. Alors, c'est vraiment la science qui vient stimuler
les médecins, les chercheurs à s'impliquer. Parce qu'il faut dire que les chercheurs aussi travaillent avec DIEX, mais il y en a plusieurs qui travaillent aussi dans le réseau comme chercheurs à courir des bourses. Je dis courir parce que ça a l'air d'être tout un travail de course. C'est un travail de longue haleine. Oui, Surtout c'est que ça. je rappelle que le taux de rejet fait partie de nos vies. Instrumentaliser la recherche, moi, quand j'ai proposé ce titre probablement audacieux, c'est aussi que parfois, la recherche permet d'essayer des innovations extramuraux des politiques publiques. Par exemple, un exemple flagrant, c'est e-consult qui a été fait au Québec, que ça l'a permis d'essayer d'innover, de le tester, de le mettre en réalité dans des contextes qu'on n'était pas contraint à la rémunération des médecins, c'était pas attaché, on n'était pas contraint à faire un appel d'offres avant. Fait que d'essayer des choses en parallèle de nos politiques pour répondre à une problématique. Puis ça permet aussi, vous le savez, avoir des sous de la recherche, parfois pour payer des interventions, tester des choses. Alors aussi, la recherche permet de tester en contexte réel, dans des contextes parallèles, particulièrement pour la rémunération, les enjeux de dégager des ressources humaines, là, même il y a des projets, les pharmaciens communautaires qu'il y a eu à Magog, bien, on payait les pharmaciens avec un projet de MedTech, mais c'est des contextes qui ne sont pas réels, dans le sens que ce n'est pas mis à l'échelle que tous les pharmaciens ont cette facturation-là pour tester d'autres choses. Alors, je pense que la recherche nous permet d'innover ou tester des choses qu'on n'aurait pas le luxe. Il ne faut pas se lancer dans les projets pilotes puis que ça ne vienne pas pérenne, mais ça permet de développer des données pour voir est-ce que ça marche avant de réfléchir à le mettre à l'échelle au niveau du ministère. Jean-Yves, comme clinicien, là, c'est sûr que écoute, tu te fais appeler par plein de gens. Je comprends que tu as tes cartes chouchou de chercheurs quand il y a une belle relation, il y a un dialogue. Mais qu'est-ce qui va faire la différence que tu te dises, hey, moi, là, comme dans ma clinique, on embarque dans ce projet-là? Y a-t-il des ingrédients qui vont te convaincre comme clinicien ou comme organisation de soins primaires? Hey, oui, non, on embarque dans ce projet-là, étant donné que c'est pour la science ou pour autres éléments? Ben, c'est la mesure et la connaissance de ce qu'on fait. Souvent, on fait des choses sans qu'on les ait mesurées, sans qu'on les ait qualifiées, mais on le fait parce que c'est la routine qui s'installe. Fait que ça, c'est le premier élément. Puis quand on veut convaincre nos collègues, ben, d'abord, c'est d'expliquer que l'innovation, ben, ça fait partie de notre travail, de toujours tenter d'améliorer les choses pour nos patients. Puis, après ça, d'être très transparent. Moi, je pense que quand on a fait le projet Sogère, j'expliquais un peu aux cliniciens ce que ça représentait comme heure de travail, comme implication. Oui, c'était un petit peu plus de temps à mettre, mais qu'en bout de ligne, on aurait quelque chose de possiblement un outil intéressant pour la clinique. Et puis, c'est cette optique-là qu'il faut toujours vendre. Mais donc, être très transparent, puis y croire. Je pense que quand tu y crois, puis que les gens, ben, c'est là que tu assures un rôle de leadership, ben, les gens vont adhérer. Ils vont peut-être des fois trouver des fois tannant parce qu'il y a des questionnaires à remplir, mais s'ils voient que tu y crois puis que tu gardes le cap, bien souvent les gens vont dire, ben regarde, là, ici où ce qui s'en va, on va le suivre. Fait que c'est pas, il faut pas avoir du tout l'attitude, ce que j'appelle le leadership vertical, mais vraiment le leadership horizontal, c'est d'intégrer les gens, leur expliquer, répéter. Puis souvent, c'est le même que en tout cas, les cliniciens vont adhérer à ce processus-là. Évidemment, il faut leur donner un début puis une fin. Il ne faut pas leur mettre ça là, puis qu'ils disent au bout de 5 ans, c'est pas encore fini. Là, je pense que c'est quand les balises sont claires, l'objectif est clair, qu'est-ce qu'on mesure, ben les médecins vont dire, regarde, là, OK, on y va, puis avec les infirmières, puis etc. Puis c'est des beaux projets, puis à ce moment-là, il y a des beaux échanges. Puis comme je disais souvent, la recherche, on aurait pu la mettre dans bien des secteurs de la santé, mais qu'on n'a pas fait par méconnaissance involontaire, là, de dire, ben, on pourrait impliquer des chercheurs dans bien des choses à évaluer, mais qu'on ne le fait pas parce que c'est pas dans notre réflexe de mesurer. Puis je dis toujours à la blague, tu sais, les médecins, on est très formés compétitifs. Fait que se faire évaluer, c'est pas toujours le fun. Puis, mais ça fait partie des choses. Fait que c'est le même que je dis, il ne faut pas que la recherche en bout de ligne, c'est pas une performance qu'on va évaluer. C'est quelque chose qu'on fait, puis peut-être qu'on ne le fait pas bien, peut-être qu'on le fait bien, on ne le sait même pas. Fait que c'est pour ça que c'est le même que je pense qu'il faut vendre la recherche clinique et en milieu clinique. Là, moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est peut-être une des choses qu'il faudrait que les médecins de famille comprennent puis adhèrent à cette philosophie-là, qu'on est en transformation, puis que si on a des nouvelles choses qui se rajoutent, ben il faut le mesurer. Il faut prendre le temps de le mesurer puis de se dire, ben écoute, sur 3 ans, telle mesure, on l'évalue, puis on y va de l'avant.
On comprend que la recherche est stimulante et aussi c'est des opportunités pour les cliniciens de participer puis souvent d'avoir des retombées concrètes. Mais le chapeau chercheur, quand on va vous voir, il faut que ça soit clair, c'est what's in it for me, c'est quoi les retombées, les attentes, les livrables. Vous êtes prêt à m'en donner un petit peu sans problème, mais bien comprendre le rapport coût-investissement, mais pas au niveau financier, mais vraiment au niveau du temps qu'on y consacre, parce que souvent, c'est ça l'enjeu. On veut tous. Là, il y a plein de choses que moi, j'aimerais faire dans ma vie, mais j'ai pas le temps. Fait que la même chose, la recherche, tout le monde est d'accord, mais quand on essaie de le mettre dans l'opération, il faut que ça soit clair dans quelle situation, puis les retombées. Ministère, il y a beaucoup d'années, on comprend qu'il y a un dialogue, puis il y a beaucoup d'infrastructures de recherche au Québec aussi, le FRSQ, le réseau RUN, l'unité soutien, puis il y a les instituts universitaires de première ligne. Il y a des chercheurs boursiers en première ligne comme Ariel. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs en première ligne. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de dialogues possibles. Comment convaincre le ministère quand on a une bonne idée d'investir dans un projet de recherche? Est-ce que c'est aller dans les structures puis vos associations, vos alliances sont avec les infrastructures de recherche ou quand vous avez un besoin très précis, vous allez vers les chercheurs pour répondre à votre question? Fait que comment on vous convainc pour investir dans des activités de recherche? Ben, je peux peut-être vous partager mon expérience des dernières années. Moi, j'ai trouvé qu'on est extrêmement sollicité, en fait, par les chercheurs, à tel point que des fois, tu te dis pourquoi lui, pas lui, oui. puis peut-être lui, puis là, au final, tu n'as pas de critères pour dire. Tu dis oui à tout le monde. Puis au final, tu dis, ben, il n'y a pas de fil. Non, mais il n'y a pas de fil de pertinence, c'est oui pour tout. Non, mais c'est comme ça que ça se passait. Puis là, j'étais comme, OK, mais il doit y avoir une façon d'analyser ça qui ferait du sens puis qui nous permettrait de nous positionner peut-être plus de façon plus intensive dans un projet versus un autre. Puis moi, j'avais demandé à mon équipe de nous préparer une méthodologie plus systématique d'analyse, d'appui à des projets de recherche, puis notamment de cibler nos priorités de recherche. On a déjà fait, tu sais, je veux dire, ça, c'était même pas fait à l'époque, là, quand j'ai commencé. On savait pas quels étaient nos champs et nos intérêts de recherche. Fait que ça, on l'a mis sur papier. Ce qui resterait à faire, je te dirais, Mylène, c'est d'inverser la façon de procéder. C'est que là, vous venez tout le temps nous voir. D'ailleurs, des courriels, là, c'est vraiment pas le bon Les lettres moyen, d'appui hein. pour Non, les j'aime pas IRSC. ça. Les lettres d'appui, je te mais ça alourdit tout comme la journée. Puis, Votre CV commun canadien, ouais, je présume? Ça non plus, c'est pas super évident, honnêtement, mais bon, ceci dit. Non, pour vrai. C'est assez obscur pour moi, tout ça. Mais d'inverser un peu ce processus-là, puis de dire, ben écoutez, voici nos priorités, voici les enjeux du moment. Puis, tu sais, nous, on reçoit souvent beaucoup de problèmes. Hein? Oui. Tu sais, le réseau nous donne des problèmes, les politiciens nous disent des problèmes, les syndicats nous adressent des problématiques. Fait que là, on est pris avec beaucoup de questions. Des fois, on n'a pas de réponse à ces questions-là. Puis c'est, bon, nos priorités de recherche, puis des opportunités. Puis là, ben, qui est prêt à contribuer sur ça? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Puis tu as raison, il y a beaucoup de réseaux de chercheurs. Là, ça se fait beaucoup par opportunité. Mais comment on met tout ce beau monde-là ensemble, puis comment on se développe une plateforme commune d'échange de priorités de recherche? Moi, je suis rendu là dans ma façon d'aborder la situation. C'est pas fait encore, là, mais je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Puis de cette façon-là, ben, on aurait pu à dire comment attirer ton attention. On nommerait ce qui nous intéresse. Écoute, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu sais, on a la chance au Québec d'avoir beaucoup de chercheurs en soins primaires. L'expertise est là. Il y a plein d'organisations, plein d'infrastructures. Puis là, comment on coordonne? Mon idée n'est pas de faire un guichet d'accès sur recherche, là, qui est souvent une réponse. C'est souvent une réponse, mais c'est d'identifier les priorités, les pôles d'expertise, puis après, il ne faut pas perdre le côté parfois opportuniste. Là, c'est plus éditorial, là. Je suis désolée pour le ministère, mais tu sais, vous avez mis en place les guichets d'accès première ligne à l'échelle de la province, probablement une bonne idée, un investissement important. J'ai pas vu beaucoup de sollicitations de recherche pour cette implantation importante à l'échelle du Québec. Fait que c'est peut-être aussi redévelopper, quand on met en place un nouveau programme, une nouvelle innovation, j'ai des exemples des travailleurs sociaux dans les GMF, de développer le réflexe de, comme en art, là, 1% du budget ou même moins là, à la recherche comme en art. C'est des réflexions, mais comment on coordonne les demandes des chercheurs, parce que moi, je suis parmi une qui écrit à Philippe régulièrement pour des demandes.
Puis parfois, Philippe me récrit aussi parce qu'on a une relation, puis un dialogue, mais c'est comment on peut être agile quand on a un nouveau besoin, problème avec tout le réseau qu'on a, structuré, priorisé, puis en même temps, on veut être transparent, pas toujours aller, ben écoute, j'ai le texto à Mylène, c'est rapide, on veut être transparent puis donner la chance à tous, particulièrement les nouveaux chercheurs. C'est pas simple, la question, elle est entière, puis il y en a beaucoup d'infrastructures de recherche. Il y a aussi des recherches qui se passent dans les universités, les réseaux de recherche rappellent, le réseau de recherche. On est chanceux, il est énormément structuré, mais après, on s'y perd dans les structures. Puis le ministère en première ligne pour les soins primaires, c'est un vecteur important. On dit qu'on fait de la recherche en partenariat. Je comprends que c'est lourd, le CV commun canadien pour les utilisateurs des connaissances, mais c'est aussi la manière que la recherche est structurée. Je pense, moi, comme chercheur, ben, je sais pas si c'est correct, mais je gère tout le temps mes CV des utilisateurs. J'ai des NIP, puis je leur rentre dans le double identifiant. C'est plus compliqué. Là, je ne peux pas y avoir accès directement, mais c'est une structure bureaucratique pour la recherche qui met aussi une barrière quand je vous demande de la part de la lettre. Là, maintenant, en plus, je fais des CV communs pour les patients partenaires. J'écris les lettres à tout le monde parce que c'est la bureaucratie qu'on a demandé en recherche que vous confirmez votre participation. Je pense qu'il faut réfléchir aussi pour que ça soit cohérent et pas lourd. Là. Mais tu as raison, prenez pas pour acquis qu'on comprend tout ça. Non. Puis qu'on comprend le monde de la recherche, puis les partenaires qui font de la recherche, puis les structures qui supportent la recherche. C'est complexe, puis c'est pas un domaine où on est habitué de naviguer. Puis tu as raison, moi, faire le CV, ben, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui connaissait ça, puis à m'accompagner là-dedans, mais c'est parce que sinon, c'est une petite procédure à la limite, je sais pas, ça nous aurait sauvé du temps. Ouais, voilà. Mais oui, c'est sûr, c'est un frein. Pour ceux qui veulent, j'ai les NIP à Philippe de son CV commun. Non, mais c'est aussi, des fois, je pense, c'est aussi le dialogue parce que. Puis c'est la même chose avec les patients partenaires. Je ne sais pas s'il y a des. Je vois Vincent Normand. Faut qu'il y ait un CV commun pour faire un projet de recherche. C'est un peu une aberrance, là, par rapport aux enjeux de la recherche quand on dit impliquer les patients, les décideurs et tout. On veut les impliquer, mais là, dans ces structures qui ne fit pas. C'est aussi la temporalité. En disant la recherche, c'est long, ça peut être rapide, mais c'est aussi ces enjeux-là quand on veut décider, quand des fois en milieu décideur, OK, mais j'ai besoin dans 2 semaines, puis c'est pas nécessairement une donnée probante, mais je pense que là, c'est là que vous pouvez solder le côté expert, qu'on a une connaissance générale de la problématique, mais ça ne sera pas un projet là-dessus, mais de revenir à développer le réflexe d'avoir ce partenariat étroit. On va finir, puis après, ça va être la période à l'auditoire, tous les investissements dans les politiques publiques. Est-ce que, Jean-Yves, quand on met le chapeau chef du DRMG ou dans une clinique, on a un peu de capacité financière ou capacité du territoire d'établissement pour dire hey, ça, moi, je voudrais investir en recherche, une petite activité, mais pour générer ces ressources-là pour participer? Bien, les DRMG ont une banque d'heures. Oui, les banques d'heures, ça, c'est... Mais c'est pas illimité, c'est assez limité, là. Mais je pense que s'il y avait un projet intéressant pour les cliniciens, je ne sais pas, je dis un exemple, mettons, on veut mesurer l'utilisation des DME, est-ce qu'il y a des bons points, des mauvais points? La plupart des cliniciens et des ingénieurs diraient, écoute, oui, ça nous intéresse de participer, mais il y a tant d'heures qu'on doit estimer. Là. Fait qu'à ce moment-là, ben, je pense que le DRMG peut adresser une demande au ministère en disant est-ce qu'on peut avoir une banque d'heures spécifique à ce projet-là, parce qu'on estime que chaque médecin clinicien va prendre 5 heures, exemple, pour tout faire ça sur 1 an. Ben, je pense que oui, mais comme tel, le DRMG n'a pas un portefeuille très énorme, mais des petits projets, des petites choses, on peut avoir une banque d'heures. Mais je pense que si moi, on articule quelque chose de bien structuré, avec des mesures, puis qu'il y a une implication des cliniciens puis des GMF, ben oui, je pense que le ministère ne sera pas fermé à ça. Puis ça peut être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait mieux mesurer dans notre quotidien. Là. Puis je pense qu'à ce moment-là, ben, c'est quelque chose comme ça. Les GMF, ben écoutez, il y a aussi une banque d'heures qui est très, très petite. Là, fait que c'est pas là-dessus, je pense que je miserais beaucoup. Mais je pense que les DRMG peuvent avoir... je pense que c'est la partie prenante. Puis, si c'est intéressant, ben, ça va peut-être changer de nom. Ça va peut-être s'appeler un directeur non élu. IMFN, c'est pas fait encore non élu. Mais bref, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour amener ça. Puis je pense que ça ferait partie, là, même ça pourrait être dans le projet de loi, mais d'aller à quelque chose où ce que la recherche, on y met ses lettres de noblesse en disant ça fait partie maintenant du budget d'opération d'un CIS pour dire regarde. Puis, même dans l'évaluation d'un CIS, avez-vous un projet de recherche? On serait surpris. Puis ça peut même, en DG, être une saine compétition de dire, ben écoute, chez nous, n'as-tu un projet de recherche? Non. Chez vous, j'en ai 2.
Ah bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, je pense que c'est de dynamiser ce processus-là, puis ça peut être fort intéressant à ce moment-là. Mais clairement, elle utilisait des banques d'heures. Là. Moi, quand il y a 15 ans, là, les agences avaient des banques d'heures pour les médecins qui voulaient participer, puis ça pouvait se faire dans le cadre des activités de recherche. Puis on sait que le temps, c'est précieux, fait que d'être rémunéré pour cette participation-là. Il y a aussi les fondations ou les CIUS que parfois, pour un projet qui répond à un besoin, qui est une mobilisation de l'équipe clinique, je pense qu'il y a des possibilités. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été justement le fruit de fondations. Moi, le CIS de la Montérégie Centre a investi dans un laboratoire de recherche que je dirige, un investissement important pour développer les tableaux de bord. Il y a vraiment des possibilités quand ça répond à un besoin. Puis je pense que les CIUS, s'il y a ces liens privilégiés avec les centres de recherche, d'investir dans la première ligne. Je pense que c'est de convaincre davantage que pas juste dans les services spécialisés par les fondations, mais vraiment soutenir la recherche en soins primaires. Et il y aurait des partenariats avec les DRMG si c'est soutenu avec le leadership. Marie-Ève, Suzy, dans l'ordre que vous souhaitez, là, est-ce que vous avez des exemples concrets que vous avez eu du financement direct, mettons, du ministère ou des organismes publics ou même pour votre organisation pour faire de la recherche? Si c'est privé, est-ce que vous avez déjà reçu des fonds publics directement? Non, Ou nous, est-ce que vous en avez donné, Suzy, à des chercheurs oui. académiques pour vous aider dans vos activités de recherche? Tantôt, Et peut-être Suzy en premier. Oui, tantôt, on parlait des qu'est-ce qui attire les médecins aussi à venir travailler dans notre plateforme de recherche. Il y a plusieurs médecins qui viennent faire les projets de recherche, comme tantôt je parlais pour les options thérapeutiques et tout ça, mais aussi l'argent qu'ils vont faire avec ces projets-là, le réinvestissent dans le réseau de la santé pour venir faire leurs propres projets. Alors, ils ont été dans les 70% des projets refusés et là, ils n'ont pas leurs fonds. Ils sont obligés de perdre des ressources qui sont très importantes et essentielles dans le réseau. Alors, ils viennent chercher des sous comme ça pour pouvoir, en plus de traiter les patients, etc., venir pouvoir investir dans le réseau. Alors, il y en a plusieurs dans nos équipes parce qu'il y a une quarantaine de médecins là, qui travaillent avec nous chez DIEX. Il y en a plusieurs qui ont ce double chapeau-là et ils amènent les sous directement dans le réseau. Alors ça, on est très contents parce qu'en plus, des fois, il y a des connaissances qui ramènent dans la recherche clinique et vice-versa. Donc, c'est vraiment de la collaboration, du partenariat. Il faut dire aussi que pendant la pandémie, surtout au début, j'imagine que c'est encore d'actualité, il y a des services aux chercheurs dans les hôpitaux qui étaient plus disponibles. Alors, il y a des départements qui nous ont appelés puis ont dit, faculté de médecine, moi, je peux plus aller dans le centre de prélèvement de l'hôpital pour faire mes prises de sang de mes volontaires. Donc, j'ai plus de sang pour faire mes activités de recherche. Donc, j'ai un laboratoire de 12 chercheurs qui a été financé, qui ne font plus rien parce que ça s'est arrêté. Alors, ils ont appelé chez DIEX, puis on a dit, bien, écoutez, ça n'a pas de bon sens, oui, on va vous organiser ça. Donc, il y a certaines collaborations urgentes que je peux qualifier comme ça, puis j'ai plus qu'un exemple, où c'est arrivé qu'on est venu soutenir de cette façon-là. Il y a d'autres types de collaborations aussi, mais c'est quand même quelque chose de très lent, là, le type de collaboration possible, mais on y croit beaucoup parce que c'est toujours comme ça qu'on a travaillé. C'est vraiment intéressant, un peu les fonds de transition ou un plan BC, vous êtes là pour permettre au moins de cette continuité d'équipe. Là, puis je vous félicite d'avoir accepté pour quelques personnes récemment. Marie-Ève, as-tu la chance d'avoir du financement direct de fondations, du ministère ou d'organismes publics qui disent on veut que tu nous aides pour répondre à un problème via ton projet de recherche? Oui, il y a des opportunités dont je ne peux pas parler parce qu'ils sont sous embargo en ce moment, mais il y en a une laquelle que je peux parler. En fait, c'est une opportunité dans le cadre du projet Paris-Canada. En fait, le projet Paris, qui est un projet canadien qui veut documenter les meilleurs indicateurs patients de la santé perçue et de l'expérience de soins perçus en soins primaires. Et nous, au Québec, on a décidé de faire de ce projet-là un levier pour intégrer la perspective patient en soins primaires pour qu'on puisse utiliser ces données-là comme une autre source de données, à même les DME ou les données biomédicales pour que les médecins de famille, les infirmières praticiennes, les autres professionnels puissent prendre des meilleures décisions en collaboration avec le patient. Est venue l'opportunité, en fait, nous, on a présenté le projet à différentes instances, mais on l'a présenté aussi au bureau de la commissaire santé et du bien-être du ministère. Et étant donné que c'est un projet qui était directement centré sur la perspective des patients, ils se sont dit, bien, nous, on est intéressés à travailler avec vous. Donc, est découlé de ça un soutien pour le projet Paris-Québec, mais on a créé aussi des sous-projets pour comprendre, entre autres, comment la perspective des patients et les indicateurs patients peuvent être intégrés dans les prises de décision
politique, clinique, pour donner en fait pour orienter les prises de décision sur des services de santé qui sont orientés sur la valeur, en fait. Puis la valeur, bien, c'est les patients qui donnent la valeur au système de santé et les gens qui gravitent dans ce système-là, qui sont les travailleurs, en fait, et les professionnels qui y travaillent. Ce que je dirais aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'approcher les instances, tant les instances ministérielles, les fondations, mais aussi les instances privées, en fait, parce qu'il peut y avoir des opportunités vraiment intéressantes de travailler avec des entreprises privées également, et on peut créer des partenariats assez intéressants, puis des leviers, en fait, parce qu'ils ont des structures qui sont différentes de la recherche académique. Puis, en fait, ensemble, on va plus vite. Puis, des fois, bien, ils ont les forces que nous, on n'a pas à l'intérieur de l'équipe. Donc, ça nous permet d'être très complémentaires et d'amener, je crois, de la richesse au projet quand tout est fait dans les règles de l'art. Mais je crois qu'il faut innover. Puis, en fait, il faut sortir du cadre habituel de financement, que le financement vient uniquement des IRSC ou uniquement des grands bailleurs de fonds. Parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Mylène, on est 10% financé, donc il y a une personne sur 10 qui est heureux les dates des concours. Donc, il faut toujours avoir un plan B, puis faire on va dire des scénarios financiers, parce que je pense qu'on est redevable. Lorsqu'on demande aux cliniciens, aux décideurs, aux patients de s'impliquer dans la rédaction des demandes et réfléchir les demandes de subvention, bien, en fait, il faut avoir souvent des plans B, se dire, bien, peut-être que je pourrais utiliser telle enveloppe budgétaire pour faire un sous-projet en attendant justement d'être capable d'aller chercher une plus grande enveloppe. Puis comme ça, bien, on marche avec des livrables rapides, ça nous permet de redonner les données au milieu clinique et aux patients. Puis je pense que c'est comme ça qu'on construit les relations de travail aussi à travers la recherche, puis qu'on est capable après ça de bâtir notre réseau de cliniques, notre réseau de partenaires. Puis on est capable d'avoir ça vient toujours le fait d'être capable de donner des livrables aussi au milieu pour qu'eux puissent utiliser ensuite ces données-là pour améliorer les services. Écoute, moi, la théorie des petits pas, c'est vraiment ma vision de l'amélioration. C'est d'amener la recherche. Pour les jeunes chercheurs, la vision, une IRSC, Institut de recherche Santé Canada, c'est très, très difficile vraiment de se mettre en action. Une petite bouchée, des fois, des subventions de 2 000, il y a le réseau 1, 20 000, puis ça permet vraiment de se mettre en action. Moi, en 2012, la FMOQ puis le ministère de la Santé, ensemble, sont venus me voir à Longueuil, des représentants, puis ils disent, il y a un nouveau modèle qui arrive, l'accès adapté, tu es une jeune chercheure, tu devrais regarder ça. Puis ils ont dit, on va te donner 2 000 $ pour faire une étude, ça t'intéresse-tu? Bon, j'avais un fonds de démarrage comme jeune chercheur en même temps, mais j'ai fait une première étude, là, vraiment, j'ai interviewé 15, c'était pas des jeunes médecins, 15 médecins au Québec, les premiers médecins à avoir fait de l'accès adapté. Puis ça m'a vraiment mis en mouvement. Ce 2000-là 's'est transformé en 25 000 l'année suivante au réseau 1, s'est transformé en RISIC. J'ai eu un premier IRSC. Puis je suis rendue à 2,1 millions sur l'accès adapté de ce projet qui est né d'un petit... Puis j'ai eu des refus aussi, les IRSC 3 fois, j'ai fini par l'avoir, mais j'ai toujours été en action, j'ai développé ma crédibilité, mon expertise, puis j'avais des données, puis là, je venais plus forte à chaque fois que j'appliquais un concours. Fait que je pense que c'est aussi de se mettre en mouvement, des fois, de ne pas viser juste les gros concours, puis de développer cette expertise et rendre les données rapides. Puis c'est aussi, je pense, c'est de livrer aussi. Tu sais, on peut se brûler partout au début, ça crée des attentes, puis si on ne va pas au bout des choses, même si au début, c'est planifié, là, je vais faire ça en 2 ans, ça m'a pris 5 ans pour publier le premier, mais de le finir la boucle, de toujours compléter, juste collecter, puis jamais terminer ce qu'on a fait, là, je pense que c'est une mauvaise idée pour la crédibilité et établir des liens. Philippe, j'avais des questions, mais là, ça fit moins bien avec tout ce que tu nous as dit, parce que justement, il y a beaucoup, pas de requins, mais beaucoup d'opportunités pour faire de la recherche, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'organismes. Puis vous êtes à réfléchir à améliorer constamment l'organisation des soins primaires. Puis, dans le fond, c'est quoi la vision pour investir en recherche pour qu'il vous aide dans cette réflexion stratégique et constante, là, puis avec tout ce qui arrive, la réflexion des soins interdisciplinaires, l'avenir de la téléconsultation, la navigation des patients. Tu sais, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de problématiques. Comment on peut interpeller directement la recherche structurée ou opportuniste pour vous aider dans cette réflexion stratégique? Ben, en fait, tu l'as dit tantôt. C'était pas ça. Non, c'est ça. Je ne l'ai pas non plus dans mes réponses préparées, celle-là. Mais tu l'as dit tantôt, la recherche, puis c'est vrai que dans les derniers projets qu'on a soutenus, ça nous a permis de tester dans une petite bulle à part de la science, de la connaissance, à l'abri de la machine, puis des règles gouvernementales d'acquisition, puis de budgétaires et compagnie.
tu sais, les questions auxquelles on se pose là, puis je regarde Dominique, là, on est en train de jaser de capitation, puis tu sais, il y a beaucoup de contenu sur ces trucs-là. Puis là, nous, on se demande, ouais, mais on met ça comment en place? Fait que je te dirais que, moi, j'aurais tendance à répondre ça, là, de dire que, de pas nécessairement, de nous proposer des projets qui vont nous permettre de tester des choses dans les milieux cliniques, dans les organisations, pour voir si ça marche ou ça marche pas, puis qu'on évacue des options. Parce que là, on spinne tout le temps ces mêmes idées. Là, on peut-tu en tasser, puis en pogner une, puis la consolider, puis la faire grandir, t'sais. Fait que, puis c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé. Visage, on est rendu là. On est en train de dire, OK, ben, on l'a mis dans 2-3 projets, là, puis là, oups, eConsole, c'est un autre maudit bel exemple. Accès adapté, bon, fait que, Accès adapté, ça faisait longtemps que vous travaillez là-dessus. Mais là, on a une stratégie pour arriver à bon, fait que, voilà, je te dirais que c'est pas mal ça qui ferait qu'on aurait beaucoup d'appétit. Il existe beaucoup la fonction médecin-conseil au ministère pour les aider dans la réflexion stratégique. Je n'attends pas de réponse, mais peut-être faudrait réfléchir à un chercheur conseil au ministère pour réfléchir dans les politiques publiques. Une réflexion tout autre. On a la chance qu'il nous reste 34 minutes pour échanger avec vous dans la salle parce qu'on a 4 panélistes exceptionnels. Alors, les questions brûlantes pour eux, puis vous avez, je vous rappelle, le ministère sur le stage. Alors, ça veut dire... Et dans la salle. Et dans la salle. Non, mais ça veut des questions là, vraiment par rapport à comment la recherche peut influencer les politiques publiques et indirectement aussi comment les politiques publiques peuvent travailler avec la recherche. La discussion est ouverte. Il y a des micros. Non, oui. 2 micros, c'est ça qui fait. Ça veut dire qu'il y a 2 micros. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une première personne qui ose, c'est Carl Drouin en plus. Bonjour. Tu peux te présenter. En fait, tu as déjà abordé la question que je voulais aborder en parlant d'un chercheur conseil. Il me semble qu'entre la recherche que vous faites puis le nombre de questions qui est posé, il y a un gros besoin de connaissances. Vous avez beaucoup d'expertise, puis vous avez des intérêts de recherche qui sont assez pointus. Oui. Et puis tu construis ta carrière autour de ça, puis ça, on le comprend. Il n'y a pas vraiment de mécanisme pour avoir accès plus facilement, à moins de connaître la personne individuellement, puis qu'elle a 5 minutes de disponible dans sa semaine pour te parler, d'avoir accès à cette connaissance-là. Moi, je trouve que c'est vraiment un des éléments majeurs d'une relation, je veux dire, d'affaires, pour prendre des expressions de mon boss, mon ancien boss, d'avoir des relations d'affaires entre les chercheurs, puis je parlerais plus d'instrumentaliser les chercheurs que la recherche. Puis, c'est quoi le deal qui peut être fait pour qu'on ait accès à cette connaissance-là, qu'on n'a pas le temps d'éplucher, puis pour lequel vous lisez, vous créez beaucoup de connaissances, puis on aurait besoin d'y avoir accès. Écoute, est-ce que les panélistes veulent répondre? Sinon, j'ai certainement des idées. Philippe, ensuite Marie-Lève. Dans l'idée d'organiser notre collaboration avec le monde de la recherche, j'avais lancé l'idée c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de créer un genre de comité aviseur réflexif entourant des thématiques pour lesquelles on se pose des questions. Est-ce que ça pourrait prendre la forme de quelque chose comme ça? Peut-être. On ne l'a jamais mis en place. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin de parler davantage aux gens qui... Bref, les questions qu'on se pose, en fait, vous avez probablement déjà lu là-dessus, vous avez probablement déjà des idées de qu'est-ce qui se fait de bon dans le monde là-dessus, puis on aurait besoin, en tout cas pour le point de vue du ministère, d'être mieux outillé. Puis je pense que Carl, tu le nommais en tant que gestionnaire du réseau aussi, là, de ce que je décodais de ton propos. Mais oui, c'est ça. Fait qu'une table ronde, entre guillemets, où on pourrait échanger librement sur des enjeux, des thèmes. Puis, Même, j'irais plus loin que ça. J'irais, la table des chefs de DRMG avec le ministère, on est assis à la même table. Ouais. Puis il y a des problématiques qui sont soulevées, puis des choses où on ne l'avait pas vu, ou ça atteint un peu. Bien, effectivement, si on avait un comité aviseur,
ben, on peut dire, ben, écoute, là, on a constaté ça, ben, comment on l'oriente, tu sais, que ce soit des thèmes de lourdeur administrative, comment ça se fait que tu sais, les plus jeunes médecins sont moins attirés à faire le suivi longitudinal. Ouais. C'est un constat ou une apparence de quelque chose, on ne le sait pas. Puis c'est de se dire, ben, faut le mesurer. Sauf que moi, je connais rien là-dedans. Fait que c'est là que je dois adresser ma demande à quelqu'un qui va me structurer en me disant, ben, c'est ça. Puis à partir de là, ben, peut-être devriez considérer telle chose. Fait que, tu sais, que ce soit dire, il faut moduler vos MP différemment, ben, en tout cas. Mais voyez-vous, c'est d'un exemple très terre à terre à une table de concertation des chefs d'RNG avec le ministère, où on arrive des fois au même constat. Puis là, on ne sait plus trop comment l'enligner, là, c'est une patate chaude un peu. Ben, en ayant un comité aviseur, des fois, ils ont des réflexions très objectives pour nous dire, ben, avez-vous pensé à ça? Non, on n'a pas pensé. Puis moi, je pense que c'est de même que ça peut être très constructif et très innovant dans la façon d'améliorer, tu sais, au Québec, la première ligne. J'aime beaucoup l'idée de comité aviseur, fait que vous pourrez voir si vous voulez faire progresser. Moi, il y a plusieurs années, quand je faisais mon doctorat, dans le sous-sol de la Direction de la santé publique de Montréal, il y avait Jean-Louis Denis qui animait des groupes de réflexion stratégique avec les PDG des C3S. Serge Jules est déjà venu, Jean-Frédéric Lévesque, il faisait partie de ce comité-là. C'était un petit comité exclusif. Luc Boileau venait, c'était sur invitation, une fois ou 2 mois, des chercheurs avec des décideurs, puis on avait des réflexions stratégiques, ça durait 2 heures et demie. Puis c'était très, très riche. Puis je pense que les décideurs en retiraient parce qu'il y avait les réflexions avec des données probantes. Puis c'était vraiment à petits groupes pour vraiment avoir ce débat d'idées, d'échanges. Fait que le luxe, c'est de se trouver du temps parce que des experts il y en a plusieurs et des décideurs. Je pense que c'est une super idée d'avoir ces moments d'échange, de réflexion stratégique. Puis c'est autre chose qu'un comité aviseur, mais c'est nourrir la réflexion live sur les problématiques, ce qui existe dans la littérature. Moi, j'ai été exposée comme étudiante avec Jean-Louis dans le sous-sol, puis j'en retire. C'était riche, mais aussi les gens revenaient aussi. Tu sais, quand un Luc Boileau, qui est PDG de je ne sais pas où il était à cette époque-là, mais qui vient, qui le met dans son agenda aux 2 mois, que ce côté relationnel, c'était pas sur Zoom, là, c'était en réel à la direction de santé publique, il y avait pour tout le monde des réflexions très riches. Marie-Ève, je ne sais pas si tu veux réagir, sinon... Bien, peut-être ajouter en fait que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Puis en fait, il faut créer des opportunités parce que le mariage, c'est exactement ce qu'il nous faut et ce qui nous manque. Mais c'est beaucoup tributaire du réseau du chercheur, aussi du leadership des décideurs, des cliniciens, à les mobiliser, en fait, les gens qui font de la recherche autour d'eux. Puis par exemple, si on entend des idées comme ça, je dis, ben moi, j'ai un étudiant de maîtrise que je pourrais mettre sur un projet comme ça. T'sais. Donc, nous, on peut trouver de la ressource aussi, des fois, puis on a les opportunités, mais souvent, en fait, on ne se donne pas l'espace. Puis faire de la recherche de ce type-là, où il y a du mariage, de la consultation, des statutaires avec des décideurs pour présenter les évidences scientifiques, ça demande du temps. Il faut prendre le temps de le faire, parce que c'est un type en organisation des services, c'est de la recherche sur laquelle il faut prendre le temps de rencontrer les gens. Fait qu'il faut se donner une tribune. On avait parlé d'une application de maillage, hein, il y a je pense que c'est hier qu'on en parlait, dans le fond, une application de maillage entre décideurs, chercheurs, cliniciens, patients, ça pourrait être vraiment bien, mais je pense qu'il faut se doter d'une infrastructure, c'est certain, parce qu'il y a même des chercheurs qui font des choses exceptionnelles, mais qui sont méconnus, et avec lesquels les gens, on travaille peu ou pas, parce que justement, il n'y a pas cette espèce d'effervescence-là autour de leurs travaux. Alors, Dominique Perron est au micro. Alors, à toi la chance. Bon, bien merci. Dominique Perron, disciple de Philippe Lachance au ministère. Ma question s'adresse aux chercheurs. On sait que la première ligne est quand même extrêmement sollicitée. Je voulais voir avec vous, on sait que les GMFU ont la vocation de recherche, tout ça. Est-ce que, oui, il y a les GMFU, mais au niveau des GMF privés, tout ça, je voulais voir avec vous, est-ce qu'il y a de la difficulté? Est-ce qu'il y aurait des façons de faire pour faciliter l'implication de ces GMF-là? Est-ce que c'est un problème? Ou... Je peux y aller, puis tu... Oui, vas-y. Vas-y. Bien, en fait, c'est des milieux pour lesquels c'est plus difficile d'accéder, en fait, parce que via les GMFU, on peut passer par les réseaux de recherche axés sur la première ligne des facultés, des départements de médecine de famille. Mais il faut savoir que les cliniques médicales, c'est toujours des entités qui sont autonomes de participer ou pas à la recherche. Moi, je me fais toujours une mission de présenter les projets parce que je me dis, si je ne le présente pas, c'est comme si je décidais que ça ne les intéressait pas. Donc, il faut offrir l'opportunité à tous. Au niveau des cliniques médicales, en fait, c'est vraiment plus difficile. Pourquoi? Parce que on cherche les répertoires, on regarde nos collaborateurs, puis après ça, on fait des appels, on envoie des courriels pour voir les cliniques. Nous, on vise toujours
on va dire, les early adopters, là, c'est-à-dire qu'il y a toujours des cliniques privées qui sont très intéressées à la recherche, mais il faut les connaître, en fait, ces cliniques-là. Comme Jean-Yves. Oui, puis il y en a d'autres également, mais je crois que c'est parce qu'aussi, il n'y a pas de structure qui facilite leur participation à la recherche. Donc, la recherche n'est jamais perçue comme une priorité et elles sont difficiles d'accès. Quand on a un canal de communication, c'est correct, mais moi, par exemple, qui voudrais appeler une clinique privée, je ne sais pas, en Abitibi ou au Saint-Lac-Saint-Jean, j'ai la ligne comme le public. Là. Donc, il faut que je réussisse à parler à la secrétaire, laisser un message au médecin responsable et attendre un retour d'appel. Donc, c'est un peu plus difficile. Donc, je pense qu'on a besoin aussi de valoriser la recherche hors des GMFU et de travailler avec les équipes médicales, les directeurs des cliniques, généralement, pour valoriser ça. La table du DRMG pourrait être un bon endroit pour aller présenter des opportunités pour ensuite essayer de créer, encore une fois, des mariages. Tout à fait. Suzy? Oui, en fait, j'allais dire un peu dans ce sens-là aussi. C'est sûr que ce que je dis depuis des années, c'est que la recherche clinique, dans le cas de ce qu'on fait, nous, la phase 2, la phase 3, c'est méconnu. Donc, beaucoup de professionnels de la santé n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Alors, quand on parle de la recherche clinique, les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire, puis ça veut juste dire une tâche de plus. Alors, nous, notre rôle, depuis des années, autant au niveau du patient, de qu'est-ce que c'est la recherche clinique et tout ça, mais autant au niveau des professionnels. Donc, les infirmières, les médecins ne sont pas très bien formés pour savoir ce que c'est. Je ne parle pas de travailler en recherche clinique. Plusieurs professionnels de la santé vont décourager leurs patients de faire un projet de recherche clinique parce qu'ils vont dire c'est dangereux, ils n'ont aucune idée. Alors, le pharmacien, lui, est très bien formé pour ça, mais les autres professionnels, je pense qu'il y aurait un intérêt, si je regarde dans l'ensemble plus large, à ce qu'ils soient davantage au courant de ce que c'est, parce que les gens qui sont dans un projet de recherche, ils vont quand même dans le bureau du médecin de famille. Et puis là, il va dire, non, on n'envoie pas de lettre à mon médecin de famille, dis-y pas que je suis dans un projet de recherche, je refuse parce que j'ai peur de perdre sa confiance, le lien que j'ai avec lui, parce que lui, il ne veut pas que je fasse la recherche clinique, il m'a dit que c'était dangereux. Alors, ça, je pense que c'est la base d'exposer déjà quand les gens sont en milieu scolaire, qu'est-ce que c'est la recherche clinique et que oui, peut-être que votre oncle, votre patient, votre fils sera dans un projet de recherche éventuellement, que ce soit pour le cancer ou autre chose, et qu'est-ce que c'est. Je pense que comme professionnel, on doit savoir ce que c'est, puis ça va faciliter et faciliterait beaucoup. Après ça, quand on appelle dans une clinique, on se présente, on dit ce qu'on fait, à ce que les gens soient intéressés, très, très occupés, mais intéressés, puis qui voient le bénéfice pour eux ou pour leurs patients de s'impliquer finalement. Puis c'est très valorisant comme patient de participer à de la recherche clinique. Moi, ma fille participe dans un projet depuis sa naissance. Je l'ai inscrit quand j'étais enceinte. Et je lui rappelle toujours que c'est un privilège et qu'elle a un devoir. Là, elle a 13 ans, puis à chaque année, elle fait des prélèvements pour un projet de recherche. Alors, concrètement, il n'y a pas d'effet direct, là, mais c'est une richesse aussi, puis je trouve ça très valorisant de pouvoir contribuer à la recherche. C'est à vous la parole. Stéphanie Larente-Marcotte, dans le fond, je suis conseillère en innovation au Bureau de l'innovation au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ma question était beaucoup aussi en lien avec le travail. Dans le fond, là, on a parlé plus au niveau des cliniciens, des chercheurs, des professionnels, des patients partenaires, mais on reçoit aussi beaucoup de demandes qui ont fait des appels d'offres et tout, au niveau des compagnies technologiques qui vont faire, qui créent une nouvelle technologie, une innovation, qui vont demander, mais qui n'ont pas nécessairement déjà fait un projet pilote, qui n'ont pas nécessairement des assises, dans le sens où je reçois les projets, puis j'ai un parcours qui est très aussi recherche, j'arrive de la recherche. Donc, c'est un peu de dire, vers qui on devrait parfois, c'est ça, vers qui on les enligne et tout, parce que c'est difficile de dire, est-ce que c'est le rôle du ministère de les subventionner pour qu'on essaie leur technologie en milieu, comme là, on fait des appels supposément d'intérêt pour SAD. Est-ce que c'est nous qui finançons le projet pilote? Est-ce qu'on en finance plusieurs? Parce que des fois, il y a 2-3 technologies qui sont un petit peu très semblables. Tu sais, je pense au casque de réalité virtuelle. Lequel qui est le meilleur? Donc, c'est aussi de savoir, où est-ce que je les enligne? Des fois, dans ma tête, c'est un projet, comme je dis, je fais aller vous chercher un étudiant, il va vous le faire, ça va lui faire quasiment plaisir. Parce que tout dépendant, mais c'est la même chose des subventions. Donc, c'est un petit peu aussi mon questionnement à savoir, OK, je comprends, il y a la recherche au privé, il y a la recherche universitaire, mais tout ce qui est les compagnies plus technologiques qu'il faudrait faire des projets pilotes puis qui n'ont pas de subvention, c'est un petit peu là, des fois, mon questionnement à savoir vers où les enligner.
Écoute, la question elle est entière. C'est aussi le soutien aux innovations selon leur niveau de maturité, dont le Collège québécois des médecins de famille. Maxime a fait 2 fois qu'on te nomme, là, mais c'est vraiment un mandat. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les innovations à leurs différents niveaux de maturité? Ben, c'est exactement ça. Tu sais, des fois, on dit, ben, vous n'êtes pas assez mature pour nous, mais... Mais même pas pire que ça au Québec, puis au Canada, on dit on est la terre des projets pilotes. On aime faire des projets pilotes. Puis là, on a des projets, là, les résultats sont exceptionnels. On a démontré que ça marche, puis on n'est pas capable de passer aux phases suivantes, même si on sait que c'est exceptionnel ce qu'on crée. Fait que je pense qu'il y a aussi dans votre bureau d'innovation, c'est comment on peut soutenir le développement, la mise à l'échelle de ces innovations-là qui sont prometteuses. Fait que c'est un enjeu, puis c'est des travaux là, qui sont menés par le CQMF, entre autres avec le bureau d'innovation. Mais la recherche est contributive de produire des données pour montrer l'efficacité, mais là, tu as l'efficacité dans ton projet pilote. C'est pas la même efficacité et les mêmes résultats quand tu le mets à l'échelle dans des contextes réels et de politique, puis c'est pas les mêmes enjeux. La mise à l'échelle de e-council l'a montré. Différentes technologies qui ont le même but, mais que moi, au niveau compétences technologiques, j'ai pas nécessairement ces compétences. Tu sais, c'est sûr qu'on est une équipe, mais c'est un petit peu de savoir des fois... À qui l'orienter pour l'évaluer, puis c'est dans quelle niche. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre pour le soutien des innovations technologiques selon leur niveau de maturité. Ah, c'est Martin Faure. Je suis nouvelle aussi à mon poste, alors peut-être que j'ai pas ces connaissances-là. Ben, c'est un excellent bémol. Merci, M. Faure. Hey, imaginez-vous qu'ici, là, on est international. On a un collègue qui vient de l'Australie, qui est au micro. Alors, Jean-Frédéric Lévesque, qui est antérieurement québécois, là, toujours québécois dans le cœur, mais qui habite à Sydney depuis 10 ans. On te laisse la parole. Merci, Hélène. Donc, Jean-Frédéric Lévesque, je suis sous-ministre adjoint à l'innovation et à la recherche clinique à Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. J'aimerais avoir votre vue sur un paradoxe qui a été un paradoxe important pour nous au cours des dernières années. Et c'est le paradoxe que, en réalité, lorsqu'on prend une décision, c'est assez rare qu'on peut bénéficier d'un projet unique comme ceux que Mylène et Marie-Ève pilotent, à cause du temps, à cause du fait que c'est un projet très spécifique, et aussi à cause, évidemment, que maintenant, la démonstration scientifique, ce sont des synthèses, des revues systématiques. Ce n'est pas une étude, ce sont de multiples études. Et dans le fond, on a réalisé que les chercheurs avaient besoin plus de nous que nous avions besoin d'eux à l'échelle individuelle. Autrement dit, on faisait beaucoup de projets d'implantation jamais évalués par personne, des opportunités ratées finalement de soutenir la recherche, puis de faire en sorte qu'on ait un milieu de recherche très dynamique, etc. Parce que dans le fond, on se disait, ben, regarde, je ne bénéficierai pas de ce que tu peux faire en 3 ou 5 ans. De toute façon, dans 2 ans, je dois décider si je continue ou je ne continue pas. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois, on ne soutenait pas nos chercheurs pour faire en sorte que la Nouvelle-Galles du Sud devenait vraiment un endroit extrêmement dynamique en recherche. Et à l'inverse, on n'établissait pas à l'intérieur de nos propres instances des unités de synthèse qui permettent de soutenir certainement vos travaux puis de les diffuser, mais dans un contexte plus global. Et est-ce que donc le paradoxe, ou en tout cas le positionnement que j'aimerais entendre des chercheurs et du ministère, c'est est-ce qu'on a de l'appétit pour inverser un peu la balance et faire en sorte que, dans le fond, de manière très généreuse, on soutient les chercheurs pour qu'ils participent à nos projets, nous évaluent, même si on n'en bénéficiera pas, et comment est-ce qu'on contribue en tant que chercheur à des synthèses qui, finalement, vont probablement rendre très visible le projet d'autres personnes ou d'autres chercheurs. Jean-Frédéric, je l'ai toujours trouvé intelligent, mais là... Mais est-ce que je me lance là? Ah oui! Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, dans la volonté que je nommais tout à l'heure, de structurer notre collaboration avec le monde de la recherche, ça va, à mon avis, ça va générer ça. C'est-à-dire que, tu le disais, moi je pense qu'on n'évalue pas assez nos politiques. OK? Pourquoi? Probablement parce qu'on est sur des cycles de 4 ans, puis qu'à chaque 4 ans, il y a une nouvelle priorité politique qui émerge, puis... Pardon? Ah, c'est beau, OK. Puis
Puis, donc, ce qui fait que puis l'échelle d'évaluation est probablement à T0. Si je commence ça, ça prend du temps. Mais si j'ai une masse critique de chercheurs que je soutiens en continu, bien, probablement que l'évaluation de ma politique va être plus rapide, plus efficace, plus soutenue. Puis, en tout cas, je pense que si on restructure notre collaboration puis on l'intègre dans un cycle, on va arriver à ces résultats-là, je crois. Ouais. Ben, même ça peut rendre le Québec beaucoup plus attractif pour les chercheurs, parce que s'ils disent il y a une mentalité d'ouverture pour qu'on ait des projets de recherche, ben il y a d'autres gens de d'autres provinces puis de d'autres pays qui vont dire, écoute, c'est une terre fertile où il y a de l'ouverture des cliniciens, parce que on l'expliquait, bon, tu sais, quand tu parles des phases 2, phase 3, les médecins sont plus ouverts, ils comprennent que c'est un petit effort à faire, mais qu'en bout de ligne, ils sont gagnants, puis les patients sont gagnants. Fait que je pense que c'est de même qu'il faut... Il y a vraiment un changement de vision qu'il faut opérer, puis je pense qu'on est tous gagnants, puis si on peut attirer encore plus de chercheurs, bien, ça devient très, très valorisant pour le Québec. Puis c'est là qu'on devient une société distincte. Tu veux-tu y aller? J'y vais. Je te laisse la parole. Moi, je s'anime. Ben, en fait, je suis complètement d'accord avec... je trouve que c'est la dichotomie de notre travail. En fait, il y a une temporalité clinique, ministérielle, besoin patient où on veut des évidences scientifiques là, puis on veut générer un changement là. Mais nous, on est des vecteurs méthodologiques pour faire ça, mais on n'est pas toujours prêt. T'sais, la recherche académique ou la recherche, on doit... Des fois, c'est long démarrer. Il faut avoir les sous pour le faire également. Donc, je pense que comme chercheur, il ne faut pas avoir peur de briser notre agenda. Briser notre agenda de recherche, redéfinir nos objectifs, notre programmation, parce qu'il y a une question de momentum puis de temporalité. En complémentarité, j'ajouterais qu'en fait aussi, il ne faut pas avoir peur de diffuser les résultats de recherche, nos avancées de recherche, puis de ne pas avoir peur de se faire voler. Je compte le concept de vol d'idées, c'est-à-dire que si on fait un projet, puis que le ministère a besoin de résultats préliminaires, ou qu'un décideur ou qu'un clinicien a besoin de résultats préliminaires, c'est gagnant pour tout le monde, en fait, parce que l'audience à qui on diffuse nos résultats sur le terrain, patients, cliniciens, gestionnaires, entre autres, des cliniques, c'est pas la même audience que quand on va publier un article scientifique. Fait qu'il ne faut pas être avare, en fait, de la diffusion puis du transfert de connaissances intégrées qu'on fait au fur et à mesure de nos projets, parce que les audiences sont complètement différentes. Et là, ça va permettre au ministère ou aux instances de prendre des décisions éclairées, puis que la temporalité, la boucle de ce qu'il faut faire, nous, notre travail de chercheur, c'est diminuer la boucle de transfert de connaissances de fin de projet, puis de diffuser les résultats le plus rapidement possible. Ou des fois, c'est des parcelles de résultats, mais c'est ça qui est aidant, en fait. Peut-être en complément, il faut accepter d'être aussi généreux comme chercheur que le ministère, ils sont généreux avec nous en termes de temps aussi, parce que récemment, j'ai eu une demande de faire une synthèse rapide des connaissances, puis c'était de la générosité parce que j'ai répondu à votre demande très rapide, puis c'était même pas de la recherche. En fait, j'ai regardé, j'ai fait une analyse transversale de site Internet, des modalités d'accès. C'était une veille que, normalement, antérieurement au ministère, il y avait la capacité de faire ces veilles stratégiques de synthèse des connaissances. Mais j'ai accepté parce que j'avais l'expertise sur l'accessibilité. Il y avait besoin d'informations rapides. Puis j'ai écrit le rapport qui c'est pas de la recherche, mais c'était pour nourrir cette réflexion-là, qui est à l'inverse quand moi je demande. Mais cette fois-là, c'est pas pour mon CV, justement, ça me donne rien. Des chercheurs, c'est la publication, le nombre de... Là, ça va être fantôme, mais j'ai l'impression que ça peut avoir influencé. Mais il ne faut pas toutes les faire, mais des fois, c'est d'accepter nous-mêmes que c'est pas notre agenda, mais que c'est pour aider à générer de la connaissance. Puis c'est ça le paradoxe aussi, parce que dans le frame de recherche, comme chercheur, quand je dis c'est fantôme, c'est que même à l'université, il n'y a rien qui va me valoriser à faire ça. Puis je le fais, bien, c'est parfait, fais-le sur ton temps personnel. Puis vous le savez, comme tout, là, ça vient en compétition avec toutes les autres demandes. Fait qu'il faut comprendre les univers respectifs de chacun. Je pense qu'il faut faire des synthèses rapides, puis on dit sollicitez-nous, puis quand ils nous appellent, « Ah non, ça, je n'ai pas vraiment le temps, puis ça touche pas mon... » Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être généreux de part et d'autre, parce qu'on n'a pas un gain immédiat de part et d'autre, puis de le comprendre aussi. À votre tour. Oui, bonjour. Eva Villalba de la Coalition Priorité Cancer au Québec. Docteur Boutet, tantôt, avait eu une super bonne idée que j'ai adorée. Il a dit, dans les CIUS, on devrait dédier une partie à la recherche. Et M. Lachance, vous avez mentionné tantôt que vous ne pouvez pas juste accepter tout, vous devez le prioriser. Et vous avez commencé à penser aux priorités de recherche du ministère, ce qui est de la musique à nos oreilles. Moi, j'ai une question en deux parties. Un, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de c'est quoi vos priorités de recherche? Ça, c'est le fun. Et deuxièmement, avec le commentaire de Dr. Boutet,
j'écoutais, j'ai trouvé que on a une occasion maintenant avec le projet de loi 15, en fait, qui est supposé d'être de permettre aux CIS et CIUS d'être plus proches des besoins de la population. Pour moi, comment on arrive à faire ça, c'est vraiment avec la recherche terrain. Et la deuxième partie de ma question, la première, c'est pouvez-vous nous partager les priorités de recherche sur M3S, grande ligne. Deuxième, c'est Mme Poitras a mentionné tantôt le rôle des patients partenaires en recherche. Comment vous allez prioriser ces recherches-là qui sont faites en partenariat avec des chercheurs et des patients partenaires. Et la deuxième chose, Mylène a mentionné le rôle des fondations, mais moi j'ajouterais le rôle des organisations terrain, des organismes communautaires, des associations de patients, des associations comme la nôtre qui revendiquent les droits et intérêts des patients, qui font aussi de la recherche terrain avec des chercheurs. Est-ce que cette approche plus proche du terrain sera priorisée? Est-ce que vous cherchez vraiment à catégoriser vos priorités comme ça ou pouvez-vous nous dire un peu plus? Merci, Eva. Il y a des questions pour tout le monde, fait que vous avez tous la chance. Alors, qui veut se lancer le premier ou la première? Vous avez remarqué l'équité sur notre panel en genre? Si on t'exclut? Si on m'exclut, c'est vrai. Bon point. Ben, je peux peut-être commencer avec les priorités. C'est un travail qu'on a fait il y a déjà 1 an, mais qui mettre en place une nouvelle structure comme celle-là, ça demeure en marge de tout ce qu'on fait habituellement. Fait que je peux pas, ça serait vous mentir de dire qu'on a priorisé cette démarche-là. C'est une volonté pour nous de le faire, mais est-ce que c'est mis en place, puis est-ce que la réflexion est aboutie? Non. Par contre, la conférence d'aujourd'hui est certainement un bon momentum pour la réactiver. À l'époque, quand on avait mis sur papier nos priorités, mais c'est sûr qu'on touche à tout ce qui est d'actualité, l'accessibilité, les modèles organisationnels, la collaboration interprofessionnelle, la gouvernance clinique et non clinique en première ligne aussi. C'est quoi le meilleur modèle de gouvernance d'un cabinet? C'est quoi les conditions gagnantes pour qu'une clinique médicale émerge de nouvelles pratiques? Tu parlais de la réceptivité de certains cliniciens. Bon, mais y a-t-il des cliniques qui sont mieux organisées pour soutenir l'innovation, la recherche que d'autres? Probablement que oui, mais nous autres, on s'intéresse à savoir c'est quoi. Parce qu'ultimement, s'il y a des incitatifs à intégrer dans nos véhicules puis nos politiques, ben on va le faire, parce qu'on veut que les cliniques s'améliorent, on veut qu'ils développent puis on veut qu'ils innovent. Fait que je vous dirais que ça touche pas mal à ça, nos priorités qu'on avait nommées à l'époque, mais qui seraient certainement à mettre à jour avec le véhicule qu'on a depuis. Là. Mais on pourrait s'engager à les rendre publics, ces trucs-là, assurément. Si vous voulez prendre des notes, à votre tour. Ah, oui. Attendez, il y avait plusieurs questions. Excusez, il y en a dessus. Oui, c'est ça. De la Eva qui a posé. Non, c'est correct. Ça va, OK. Philippe a bien répondu. Parfait. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis Annie Kim Gilbert, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Ceci étant dit, j'avais peut-être une question. En fait, je voulais pousser la réflexion sur la thématique de comité aviseur, de masse critique de chercheurs. Puis je comprends qu'avec la réforme qu'on a vécue, c'est pas facile de se retrouver. Puis là, on s'apprête peut-être à retomber là-dedans. Je voulais juste entendre le ministère, surtout sur les instituts universitaires, qui est quand même quelque chose qui est nommé dans le PL15, donc quelque chose qui pourrait rester. Puis là, je ne parle vraiment pas pour ma paroisse, on a des instituts à peu près sur toutes les thématiques, sauf en première ligne, mais je vis quand même des situations vraiment inégales avec les différentes directions du ministère. Tu sais, par exemple, en dépendance, on travaille comme ça, c'est vraiment, il se fie sur l'institut universitaire parce que c'est le ministère qui a désigné ce groupe de chercheurs-là pour la qualité des soins et des services, et c'est aussi un rôle national. Donc, ils ont l'obligation d'aller chercher l'expertise qui se trouve ailleurs, même dans les CIS et dans les CIUS. Donc, institut en première ligne, il y en a un, puis là, je ne parle pas pour ma paroisse, il y en a un à Québec et à Sherbrooke. Donc, c'est peut-être un endroit à commencer pour un comité aviseur ou en tout cas des piliers. J'ai aussi commenté sur si le ministère, on se dit tout le temps, c'est difficile d'intégrer des projets de recherche ou d'innovation parce qu'on n'a pas le temps. Le soin-service, c'est la première chose. C'est la première chose, souvent, à
cause des gestionnaires parce qu'on a des redditions de comptes à faire. Puis tant qu'on va avoir des indicateurs à remplir sur les soins et services, bien, ça va demeurer la priorité. Mais pour améliorer ces soins et services-là, la recherche et l'innovation est souvent une option ou une solution. Donc, si on avait des indicateurs, où est-ce que le ministère réfléchit à intégrer des indicateurs de performance pour les GMF, par exemple, ou GMFU, pour intégrer recherche et enseignement? Voilà. D'excellentes questions. Alors, 2 questions, en fait. Les instituts universitaires, il y en a 2, ESTRI puis Capitale nationale. Et l'autre question, c'est toute la notion des indicateurs de performance pour les GMF. Je te laisse choisir. Ben, pour les IU, en fait, c'est des structures, effectivement, c'est une bonne idée. En fait, j'y avais pas pensé. Puis on n'avait pas nécessairement avancé non plus très, très longuement sur cette idée de comité aviseur. Mais les IU pourraient certainement contribuer à ça. Et les IU ont un calendrier puis une capacité qui est excellent. Et je pense que le caseload actuellement est plein. De rajouter des mandats à l'heure actuelle, c'est pas nécessairement une chose qui se fait facilement. Et c'est un agenda aussi qui est co-déterminé et co-géré avec plein de directions générales au ministère. Ce qui fait que des fois, ben, on a tendance peut-être à vouloir aller chercher d'autres partenaires pour aller plus vite. Fait que oui, les IU, mais pas. En tout cas, à réfléchir. Bonne idée. Si on manque de capacité pour les IU, on pourrait peut-être avoir un institut de première ligne à Montréal. Juste de même. Je la sentais venir, celle-là. Je sais que c'est dans les cartons ou discuter, mais c'est pas, en tout cas, bref, éventuellement peut-être. Pour ce qui est des indicateurs GMFU, oui, certainement. C'est des bonnes idées. C'est des très bonnes idées. On est en révision du cadre GMFU actuellement. Il faudrait jaser de la nature de ces indicateurs-là. Mais oui, c'est un milieu, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que les GMF, moins les GMFU, eux, se doivent d'avoir avec le modèle de faire de l'évaluation puis de mesurer des choses. Là. Mais je pense que même à la limite, le modèle GMF, on devrait le mesurer parce on pense que ça va bien, on pense que ça a un bon impact, mais on ne l'a pas mesuré plus que ça. Puis je pense qu'après 16-17 ans d'existence, peut-être qu'on se devrait de dire... Évaluer le modèle GMF? Oui. Mais c'était pas ça la question. Hein? Non, c'est GMFU. Mettre des indicateurs d'un GMFU. Ben, des indicateurs pour apprécier la performance des GMF, il y en a toujours eu, peut-être à plus ou moins appropriés. On pense le taux de fidélité ou le taux d'assiduité, le nombre d'inscrits. Je pense qu'il faut évoluer puis aller davantage développer ces côtés-là. Les dossiers médicaux électroniques, c'est nouvelle dans nos vies. Moi, quand j'étais au doctorat, on demandait à la clinique médicale, avez-vous un dossier médical électronique? S'il répondait oui, c'est un critère de qualité. Là, maintenant, je pense qu'il faut exploiter ces données-là qu'on a peu exploitées jusqu'à maintenant pour en faire des données puis une appréciation de performance. La littérature est très avancée sur quels pourraient être ces indicateurs. Alors, je pense que prochainement, ça pourrait être une source d'information intéressante. D'abord et avant tout, il faut soutenir la pratique réflexive. Il faut que ces données-là soient utilisées pour que les professionnels et les organisations s'améliorent avant d'être coercitifs pour les politiques publiques. Mais les deux vont de pair. J'avais pas bien saisi la question, mais je suis d'accord avec toi. D'abord et avant tout, moi, je pense qu'il faut travailler sur l'amélioration continue de la qualité. Il faut en faire une approche systémique. On avait aussi en ACQ beaucoup de partenaires qui voulaient faire de l'ACQ, l'INES Réseau 1, l'unité soutien, je veux dire, il y en avait plein là, qui voulaient faire de ça. Et là, on est en train de se concerter et de développer une stratégie globale pour développer de l'ACQ, oui en GMFU, mais éventuellement aussi en GMF. Mais l'idée n'est pas d'utiliser ces données-là pour en faire une reddition de compte ou une cible à atteindre ou quoi que ce soit. On veut plutôt que ça serve localement aux cliniciens pour qu'ils développent localement des stratégies d'amélioration continue de la qualité. Fait, éventuellement, si ces données-là deviennent robustes, claires, fiables, est-ce qu'il y aura un consensus pour développer des indicateurs puis qu'on se mesure autrement? Mais là, on verra rendu là. Mais c'est très menaçant, les données. Hein? Il faut développer une culture. Ouais. Il nous reste 2 minutes 30 Merci. Avec Joe-Guillaume Pelletier, suivi de Lise Lévesque, des questions rapides. J'avais une question relativement aux indicateurs, mais vous avez répondu quand même pas si mal. Ah, c'était pas pire. Ce qui mène à une deuxième question. Si on avait eu une session comme ça l'année dernière, la discussion aurait été principalement sur l'enjeu d'accès aux données puis comment on fait pour permettre aux... Est-ce que le projet de loi 3, vous pensez, a réussi? Est-ce qu'on a résolu l'enjeu au point où on arrête la discussion est finie puis
On a gagné. D'un La population en général, je parle. Là. d'un point de vue de pratique réflexive, oui. Je suis pas mal certain qu'on a réussi. J'ai pas... Quoi? Non, ben, Ah, je pointais plus recherche. Là, Oui, ben c'est ça. Pour le mot recherche, je laisserai... Bien, ma connaissance actuelle, c'est le projet de loi 3 ne va pas soustraire la commission d'accès à l'information qui est extrêmement difficile et problématique. Il faut qu'un GMF fasse lui-même l'évaluation des facteurs de vie privée à la... Excusez pour l'acronyme. C'est extrêmement lourd, tout ce qu'on demande maintenant aux cliniques d'évaluer avec leur capacité pour la commission d'accès à l'information, puis ça ne va pas se soustraire. Alors, je pense que depuis le 22 septembre, avec cette nouvelle régulation, on a plus de complexité, indépendamment d'avoir une loi d'accès pour faciliter. On pourra s'en parler pour ce sujet que je vis quotidiennement avec... Mais par contre, tu nous aides beaucoup. Parce que tu as des projets de recherche. Faut pas le dire. On s'en reparle tout à l'heure. Lise Lévesque, tu as la question de la fin. Il te reste 55 secondes pour t'exprimer. Oui, Lise Lévesque de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux de Sherbrooke. Donc, j'en profite pour inviter tous ceux qui ont envie de parler de l'Institut de première ligne à venir me rencontrer. Je suis ici pour le reste de la journée. Moi, peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps de prendre une question, mais en tout cas, au moins, peut-être soulever un point sur lequel on pense réfléchir, nous, à l'interne, au CIUS à l'Estrichus, c'est le rôle des praticiens-chercheurs. Donc, des personnes qui décident de s'impliquer davantage en recherche, même s'ils ne sont pas chercheurs avec tous les privilèges. Et ça peut être demandant, c'est souvent pas bien reconnu. Donc, tantôt, je sais que Mylène t'a mentionné des questions de rémunération, mais même sans rémunération, juste prendre le temps de s'investir un peu plus qu'un participant ordinaire là, en recherche. Alors, puis c'est un peu le même combat aussi, même beaucoup, on peut parler des personnes, patients, usagers, citoyens, etc., partenaires, collaborateurs, tous les noms, tous les termes qui existent. Voilà, en tout cas, ça fait partie de la démarche, je pense. Alors, merci Lise. Alors, je vous invite à applaudir chaleureusement nos 4 conférenciers. Alors, c'est l'heure de la pause. Alors, bonne pause. Profitez-en pour réseauter, dialoguer.